démontre que la réussite financière n'est pas uniquement déterminée par l'intelligence, mais par la façon dont nous nous comportons avec l'argent. Pour illustrer cette idée, il compare les histoires de deux investisseurs qui abordent leurs finances de manière très différente. Ronald Read était un diplômé du secondaire qui a occupé des emplois modestes toute sa vie, comme concierge et pompiste. Pourtant, lorsque Read est décédé à l'âge de 92 ans, il a secrètement laissé derrière lui une fortune de 8 millions de dollars, amassée simplement grâce à des investissements à long terme dans des actions de premier ordre. À l'autre extrémité du spectre se trouvait Richard Fuscone, un diplômé de MBA de Harvard, qui est devenu un dirigeant financier très prospère chez Merrill Lynch. Mais Fuscone a finalement fait faillite après la crise de 2008 en raison de dépenses excessives et de niveaux d'endettement élevés. Le contraste montre que les résultats financiers dépendent davantage du comportement que de l'intelligence ou des qualifications. Read était patient et discipliné, Fuscone avide et trop confiant. Cet écart comportemental a éclipsé leurs différences d'éducation. En effet, la finance est davantage guidée par la psychologie que par des règles strictes. L'argent nous perturbe et nous affecte émotionnellement de manière individuelle. Faire de bons choix financiers exige donc de la sagesse émotionnelle et une conscience de soi, pas seulement des compétences en mathématiques. Pourtant, notre culture traite la finance comme la physique, comme si des lois rigides déterminaient les résultats. On nous dit d'épargner 10% de notre salaire et on nous donne des formules d'investissement. Mais aucune formule ne peut prédire comment la cupidité ou la peur affecteront nos décisions lorsque l'argent est en jeu. Comprendre la psychologie derrière notre comportement financier offre une véritable sagesse. Il enseigne pourquoi les gens s'endettent, paniquent lors des krachs boursiers et font d'autres choix financiers apparemment irrationnels. Maîtriser notre psychologie intérieure conduit à de meilleurs résultats que la mémorisation de règles financières. Husserl a écrit ce livre pour partager les leçons financières qu'il a apprises en observant le comportement humain pendant la crise financière de 2008. Il vise à aider les gens à devenir plus conscients de leur psychologie financière, afin qu'ils puissent prendre des décisions financières plus judicieuses. Car les finances sont en fin de compte guidées par les personnes, pas par les chiffres, les racines de notre comportement financier. Le passage offre une perspective éclairante sur les raisons pour lesquelles les gens prennent les décisions financières qu'ils prennent. Au cœur de tout cela se trouve le fait que nos expériences personnelles façonnent nos croyances et nos comportements financiers, bien plus que la pure logique ou les faits. Pour illustrer cela, le passage met en contraste les expériences financières extrêmement divergentes des différentes générations et groupes démographiques. Ceux qui ont vécu une forte inflation ont une vision très différente des obligations de ceux qui n'ont connu qu'une faible inflation. Les groupes issus de milieux socio-économiques différents se forgent des opinions sur des concepts tels que le risque et les taux d'épargne en se basant sur leur propre expérience vécue et non sur des feuilles de calcul. Le passage souligne également à quel point de nombreux piliers de la finance moderne sont nouveaux. Les investissements de retraite, les plans d'épargne-études, les fonds indiciels, ce sont tous des créations récentes qui continuent de résoudre des problèmes majeurs. Avec peu de connaissances générationnelles sur lesquelles s'appuyer, les décisions financières sous-optimales sont inévitables à mesure que nous découvrons les choses en temps réel. Comment devrions-nous alors aborder les choix financiers des autres? Avec empathie, en cherchant d'abord à comprendre les racines de leurs opinions. Tout comme nos propres comportements ont du sens compte tenu de notre histoire, il en va de même pour les autres. Ce passage nous rappelle de ne pas porter de jugement hâtif sur des choix qui nous semblent étranges ou extrêmes. Derrière chaque décision financière se cache un réseau d'expériences de vie influentes. Cette perspective peut également guider la croissance personnelle. En remettant en question nos propres comportements financiers, nous devons examiner les expériences formatrices qui les ont ancrés, et pas seulement s'ils sont logiquement inébranlables. En prenant conscience de ce qui a façonné nos modèles mentaux financiers,
Nous pouvons élargir notre perspective et envisager de nouvelles approches optimisées pour l'avenir et non pour le passé. Le passage met en évidence une vérité essentielle. Nos comportements financiers évoluent plus que toute autre chose à partir de l'expérience vécue. Garder cela à l'esprit peut conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres lorsque l'argent est en jeu. La force cachée se cache derrière nos résultats financiers. Le passage offre une perspective stimulante sur la mesure dans laquelle nos succès et nos échecs financiers sont en fait motivés par la chance et le risque plutôt que par des décisions individuelles. Il met en garde contre le fait d'attribuer excessivement les résultats à l'effort personnel. Les exemples extrêmes de richesse ou de pauvreté ont souvent des facteurs d'influence bien hors de notre contrôle. Le passage donne plusieurs exemples frappants, comme Bill Gates, qui a fréquenté une école avec accès à un ordinateur, ce qui s'est avéré formateur pour les origines de Microsoft, ou son ami Kent, tout aussi doué, qui a été tué dans un accident d'alpinisme avant de réaliser son potentiel. La chance et le risque, pile et face d'une même pièce. Il ne s'agit pas de rejeter l'effort et le bon jugement, mais nous tenons rarement compte de la façon dont des circonstances infimes, indépendantes de notre volonté, peuvent jouer un rôle décisif pour le meilleur ou pour le pire. Le passage appelle à plus d'humilité dans l'évaluation des résultats financiers, les nôtres et ceux des autres. De la même manière que nous ne devrions pas attribuer entièrement le succès de Gates à son génie, nous ne devrions pas non plus qualifier de paresseux les moins chanceux. Les résultats ont des racines complexes. Cela rend également compliqué l'apprentissage des succès et des échecs financiers. Nous sommes prompts à glorifier le milliardaire qui a enfreint les règles ou à condamner l'échec comme de mauvaises décisions. Mais le risque prudent contre la chance imprudente est une fine ligne qui n'est visible qu'avec le recul. Le passage conseille d'étudier les grandes tendances plutôt que les cas individuels extrêmes qui ont tendance à avoir un caractère aléatoire exagéré. En conclusion, ce passage nous rappelle que l'échec peut occulter le risque, tout comme le succès engendre une confiance excessive dans la chance. Rien de tout cela n'est tout à fait ce qu'il semble être. Maintenir cette perspective équilibrée permet à la fois de rendre des comptes et de pardonner lorsque les attentes financières ne sont pas satisfaites, et organiser ses affaires pour résister à l'échec permet aux chances de finir par jouer en notre faveur. Le concept insaisissable de suffire. Qu'est-ce qui est suffisant quand il s'agit d'argent et de succès? Cette question profonde est au cœur de l'extrait du livre de Morgan Housel, The Psychology of Money. Les histoires de Rajat Gupta et de Bernie Madoff illustrent comment deux hommes incroyablement prospères et riches ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient et ont détruit leur vie et leur réputation dans leur quête incessante de plus. Housel soutient que le capitalisme moderne alimente l'envie et pousse les gens à constamment viser le prochain échelon de l'échelle du statut. La comparaison sociale nous piège dans une bataille sans fin qui ne peut être gagnée. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, beaucoup plus. Même les multimillionnaires et les milliardaires regardent vers le haut ceux qui ont plus de fortune. La clé, selon Housel, est de comprendre que le assez n'est pas trop peu. Cela ne signifie pas se contenter de moins ou laisser passer des opportunités. Il s'agit plutôt de comprendre que la soif incessante d'en avoir plus ne vous poussera qu'à regretter. Savoir quand arrêter de prendre des risques est inestimable pour préserver votre réputation, votre liberté, votre famille, vos amis et votre bonheur. Si la comparaison sociale est aujourd'hui inévitable, la seule façon de gagner est de sortir complètement du jeu et de définir ce qui est suffisant pour vous-même. Cela signifie arrêter la montée sans fin des attentes et des désirs. Le bonheur réside dans les résultats moins les attentes. Si les attentes gonflent continuellement, vous ne vous sentirez jamais satisfait, quel que soit votre niveau de réussite. L'outil pour construire suffisamment est simple, dit Housel, bien qu'il soit sans aucun doute difficile pour beaucoup.
Il ne nécessite pas de compromis risqués qui pourraient endommager les intangibles inestimables de la vie. Trouver le contentement et l'épanouissement à un moment donné sur le chemin du succès matériel peut être la seule voie durable pour les individus et la société. Le pouvoir de la capitalisation. Les leçons des périodes glaciaires. La comparaison de Morgan Housel entre les périodes glaciaires et les intérêts composés dans le domaine de l'investissement peut sembler étrange, mais elle contient une leçon importante. Vous n'avez pas besoin d'une force énorme pour obtenir des résultats extraordinaires si le processus sous-jacent est composé. Tout comme les étés modérément frais, et non les hivers glaciaires, déclenchent un cycle auto-renforçant d'accumulation de neige et de glace conduisant à une période glaciaire sur plusieurs siècles. De même, de petites sommes d'argent, investies tôt avec des rendements constants sur des décennies, peuvent s'accumuler en une somme énorme, grâce à la courbe de croissance exponentielle. Housel soutient que la plupart des gens sous-estiment le pouvoir de la capitalisation parce que la pensée linéaire vient plus naturellement. Nous cherchons à obtenir les rendements d'investissement les plus élevés dans la période la plus courte possible pour devenir riche rapidement. Mais les plus grandes fortunes proviennent généralement de rendements assez bons que vous pouvez conserver et qui peuvent être répétés pendant la plus longue période de temps. Le temps pour que la composition opère sa magie est la clé. Warren Buffett en est un bon exemple. Son talent est l'investissement, mais son arme secrète est le temps. 84 milliards de sa fortune nette de 84,5 milliards de dollars ont été gagnés après son 50e anniversaire. S'il avait commencé à investir plus tard dans la vie et pris sa retraite plus tôt, sa fortune n'aurait été qu'une fraction de sa taille. Pendant ce temps, le gestionnaire de fonds spéculatifs James Simons a réalisé un rendement annuel de 66% depuis 1988, soit près du triple de celui de Buffett. Pourtant, Buffett est bien plus riche, car il a accumulé des intérêts pendant plus de 70 ans, contre environ 40 ans pour Simon. L'accumulation des intérêts reste une force extrêmement contre-intuitive. En résumé, lorsque nous cherchons à résoudre le problème de la création de richesse, nous négligeons souvent les outils les plus simples mais les plus puissants, la courbe de croissance exponentielle sur des horizons de temps longs. Notre pensée linéaire nous aveugle. Les leçons tirées de l'accumulation de neige et de glace des périodes glaciaires nous le rappellent avec justesse. La capacité de rester riche. Devenir riche et rester riche nécessitent deux ensembles de compétences distinctes qui se présentent rarement chez la même personne, comme l'illustrent les histoires contrastées de Jesse Livermore et d'Abraham Germansky. Livermore a fait fortune en vendant des actions à découvert pendant le krach boursier de 1929, tandis que Germansky perdait tout. Pourtant, quelques années plus tard, Livermore avait perdu toute sa fortune et s'était suicidé. Ces histoires révèlent une profonde perspicacité. La survie est le facteur critique pour la création de richesses à long terme, pas les investissements intelligents ou même le succès commercial. Comme le dit le vieil adage, la seule façon de rester riche est de combiner frugalité et paranoïa. Le calcul de la capitalisation favorise la survie. Les rendements des investissements composés ne fonctionnent que sur de longues périodes. Même des rendements modestes peuvent faire croître des fortunes si on leur accorde des décennies pour les accumuler. Mais pour réaliser ces rendements démesurés, il faut survivre au boom et au krach des marchés et éviter les ventes forcées à des moments inopportuns. Le partenaire de Warren Buffett, Rick Gearin, fournit un exemple qui nous met en garde. Bien qu'il soit aussi doué que Buffett, Gearin a utilisé trop d'effets de levier et s'est fait anéantir lors d'un marché baissier, perdant des décennies de gains potentiels. Éviter la ruine permet à la capitalisation de faire son travail. Cultiver une mentalité de survie. L'optimisme alimente la prise de risque et la création de richesses, mais l'optimisme débridé contient les graines de sa propre destruction.
L'état d'esprit de survie équilibre l'optimisme avec une paranoïa saine, acceptant les contradictions. Il planifie l'adversité tout en espérant le meilleur. La marge de sécurité offre une marge de manœuvre lorsque les plans tournent mal. Les dépenses prudentes, l'effet de levier raisonnable et la flexibilité sont des actifs de portefeuille invisibles. La marge d'erreur augmente les chances d'atteindre l'avenir sans être encombré par les erreurs passées. L'état d'esprit de survie accepte la destruction à court terme sur le chemin du progrès à long terme. Les krachs boursiers, les récessions et les faillites d'entreprises ne sont pas des anomalies, mais des aspects réguliers d'une économie en croissance. Les périodes de pessimisme sont inévitables, malgré l'amélioration du niveau de vie au fil du temps. En conclusion, la survie n'est peut-être pas glamour, mais elle permet à la capitalisation d'opérer sa magie. La capacité à éviter les échecs est la compétence cachée des grands investisseurs du monde. Cultiver ce muscle mental sous-estimé peut faire la différence entre mourir riche et mourir ruiné. Le rôle des événements extrêmes dans la détermination du succès. De nombreuses personnes, entreprises et fonds d'investissement exceptionnellement performants doivent la majeure partie de leurs résultats à un petit nombre de gagnants hors pair, plutôt qu'à une progression progressive et constante. Ces événements extrêmes, ces résultats rares et extrêmes aux limites d'une distribution, exercent une influence puissante et disproportionnée en raison de leur ampleur. Comprendre comment les événements extrêmes influencent la finance et l'investissement offre une perspective critique. Les valeurs aberrantes engendrent les sociétés de mégatechnologie qui génèrent des rendements sur le marché et les fonds de capital risque qui les soutiennent. Les maîtres marchands d'art achètent des milliers d'œuvres en sachant que quelques-unes finiront par être inestimables. Tail Insights aide à expliquer comment les fonds indiciels battent de manière fiable la plupart des sélectionneurs d'actions au fil du temps, malgré des compétences inférieures. Survivre au mal pour permettre le bien. Les comptes vont dans les deux sens. Tout comme quelques gagnants déterminent le succès, quelques erreurs peuvent déterminer l'échec. Des faillites et des effondrements d'investissements de grande envergure jonchent le paysage commercial. On oublie les centaines de mauvaises idées et de produits ratés derrière chaque percée. Plutôt que de lutter contre ce hasard, l'état d'esprit de survie accepte l'adversité comme le prix du progrès. Les grands investisseurs perdent de l'argent sur la plupart des choix, mais en récupèrent sur quelques-uns. Les PDG visionnaires président des projets qui échouent sans sourciller. Comprendre la normalité des queues permet de prendre des risques sans imprudence. Faire abstraction du bruit. L'attention démesurée accordée aux valeurs aberrantes nous laisse ancrés dans la moyenne. Face aux queues de milliards de dollars gagnés du jour au lendemain et aux actions qui montent en flèche, nos propres progrès progressifs semblent insuffisants en comparaison. Cette distorsion alimente une jalousie destructrice. L'antidote consiste à reconnaître l'universalité de l'échec et de la ruine sur le chemin du succès. Nous supposons à tort que les maîtres avaient raison depuis le début, ignorant le cimetière des erreurs passées cachées sous l'éclat des réalisations. Nous ne parvenons pas à intégrer nos propres échecs dans ce contexte. Perdre la perspective dans les moments de doute. En conclusion, les queues créent un paradoxe. Elles représentent une chance extrême, mais récompensent également la capacité à poursuivre des résultats défiant les probabilités. Ceux qui sont capables de répéter le succès de Tail ont souvent survécu à beaucoup plus d'échecs que jamais. Le progrès dépend de l'acceptation du fait que l'adversité accompagne la réussite, que la destruction permet la croissance et que l'humilité génère des rendements à long terme démesurés. Le plus grand dividende de l'argent, c'est la capacité à contrôler son temps. Bien que la quête de l'argent soit souvent motivée par un désir de bonheur, plusieurs études ne trouvent que peu de corrélation entre richesse et bien-être. Au contraire, le plus grand dividende que l'argent rapporte
est la capacité à contrôler son emploi du temps et ses activités. Le temps est synonyme de liberté. Les actifs financiers nous permettent de nous réveiller chaque jour en étant capables de faire ce que nous voulons, que ce soit prendre des vacances, changer de carrière ou simplement travailler à des horaires flexibles. Cette flexibilité nous protège des exigences des patrons, des créanciers, de la maladie et d'autres imprévus. Comme le dit le vieil adage, le temps, c'est de l'argent. Mais l'inverse est également vrai. L'argent, c'est du temps. Accumuler des richesses non dépensées sous forme d'investissement ou d'épargne en espèces nous donne la possibilité de passer nos journées. En outre, aligner nos finances sur la maximisation du contrôle de notre temps conduit à une plus grande satisfaction dans la vie. Le travail moderne qui prend tout. Bien qu'ils soient globalement plus riches, les Américains d'aujourd'hui ne déclarent pas être plus heureux que dans les années 550. Cela s'explique en partie par un manque de contrôle sur notre temps par rapport au passé. Les rôles de savoir et de service qui reposent sur la production mentale plutôt que sur les tâches physiques dominent l'économie d'aujourd'hui. Le travail étant lié à des ordinateurs portables et des smartphones plutôt qu'à des chaînes de montage, de nombreux employés se sentent enchaînés à leur travail 24 heures sur 24. En revanche, les ouvriers d'usine, complètement détachés en dehors des heures de travail, sont toujours en économie, et les emplois centrés sur le cerveau conduisent à un sentiment de ne jamais échapper aux exigences professionnelles. Le véritable but de l'argent. Les personnes âgées déclarent constamment que le bonheur naît de relations de qualité, de l'appartenance à une communauté et de temps libre avec la famille. Ne pas travailler sans relâche pour s'offrir des luxes matériels. L'argent devrait servir à accroître notre autonomie sur la façon dont nous passons nos heures et nos jours, plutôt que de nous emprisonner dans une cage dorée. En conclusion, la valeur de l'argent réside dans le contrôle du temps qu'il permet et non dans les choses qu'il peut acheter. Structurer les choix financiers pour maximiser la liberté sur notre emploi du temps est le chemin vers un contentement durable. Le temps offre l'espace nécessaire pour nourrir ce que nous valorisons vraiment et qui nous valorisons plutôt que de servir ce qu'on nous dit de valoriser. La vraie richesse. Comment l'argent peut acheter le bonheur grâce au temps et au contrôle? L'extrait soutient que la forme la plus élevée de richesse n'est pas l'argent lui-même, mais le contrôle de son temps et de sa vie que l'argent permet. L'auteur soutient que même si les Américains d'aujourd'hui sont financièrement plus riches que les générations précédentes, ils ne sont pas nécessairement plus heureux. L'une des principales raisons à cela est que, même si nos revenus ont augmenté, notre sentiment de contrôle sur notre temps a diminué. Nous sommes plus nombreux à occuper des emplois du savoir ou des postes de direction où le travail ne s'arrête jamais vraiment. Contrairement aux emplois industriels du passé, le travail cérébral d'aujourd'hui signifie que nous sommes constamment sur le qui-vive, même en dehors des heures de travail, grâce aux smartphones et aux ordinateurs. Nous avons donc l'impression de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'auteur cite des recherches montrant que le contrôle de la façon dont on passe son temps est l'un des meilleurs prédicteurs du bonheur et du bien-être. Les Américains âgés interrogés accordent la priorité à des choses comme le temps passé avec leurs amis et leur famille, et non au pouvoir d'achat ou à l'accumulation de richesses. Les enfants se soucient davantage du temps passé avec leurs parents que des cadeaux coûteux. La meilleure façon de tirer parti d'une plus grande richesse est donc de reprendre le contrôle de son emploi du temps. Cela peut se traduire par la possibilité de prendre congé du travail en cas de maladie ou après un licenciement sans se ruiner, de prendre sa retraite quand on le souhaite plutôt que lorsque l'invalidité l'oblige, ou de travailler à des horaires flexibles qui conviennent mieux à son style de vie. Utiliser l'argent pour réduire la fragilité financière conduit à un plus grand sentiment d'indépendance. L'auteur soutient que nous devons reconnaître que les humains aspirent à contrôler leur vie, ce que l'argent peut leur apporter.
Mais la satisfaction ne viendra pas nécessairement du simple fait de gagner plus d'argent pour acheter des choses plus chères dans un cycle sans fin. La vraie richesse réside dans l'utilisation de l'argent pour créer un emploi du temps et un style de vie en adéquation avec ce qui vous rend heureux. Des choses comme l'abondance de temps et des relations profondes. Nos revenus ont considérablement augmenté, mais notre bonheur n'a pas suivi le rythme parce que nous avons renoncé au contrôle de nos horaires. Utiliser l'argent pour reprendre ce contrôle pourrait être le chemin vers la découverte de la plus grande valeur intrinsèque de la richesse. Les promesses creuses de la signalisation de richesse. L'extrait examine la croyance commune mais erronée selon laquelle les étalages de richesse tapent à l'œil, comme les voitures de luxe, les grandes maisons et les bijoux coûteux, gagneront l'admiration et le respect des autres. L'auteur soutient que cette croyance est erronée, car les gens ont tendance à admirer les biens eux-mêmes plutôt que le propriétaire. L'article s'appuie sur l'expérience de l'auteur en tant que valet d'hôtel où il garait des voitures de sport extravagantes pour les clients. Il rêvait d'avoir lui-même une voiture exotique un jour. Il pensait que cela lui donnerait l'air d'avoir du succès et d'être important aux yeux des autres, envoyant un signal sur son statut. Mais en observant les réactions face aux belles voitures, l'auteur s'est rendu compte que les gens étaient impressionnés par les voitures elles-mêmes, pas par les conducteurs. La voiture a déclenché un sentiment d'envie chez les spectateurs, leur faisant souhaiter avoir de si beaux véhicules, afin que les autres les admirent de la même manière. L'attention est restée sur la voiture, étendant rarement le respect ou l'admiration à son propriétaire, assis sur le siège du conducteur. En fait, les gens aspirent à des étalages de richesse tape à l'œil parce qu'ils croient que cela fera que les autres les verront comme des personnes importantes, intelligentes et cultivées. Mais la réalité est que les observateurs ressentent simplement de l'envie pour la voiture, la maison ou les bijoux, plutôt qu'un respect sincère pour le propriétaire. Les biens deviennent des repères pour ce que les autres aimeraient avoir pour être admirés. Cela révèle une ironie dans la signalisation de la richesse via des produits de luxe. Les gens veulent de belles choses parce qu'ils croient que cela fera que les autres auront une haute opinion d'eux. Mais en fait, d'autres sont trop concentrés sur le fantasme de posséder ces belles choses pour eux-mêmes pour témoigner une véritable admiration à leur propriétaire. L'auteur conclut que s'il n'y a rien de mal en soi à rechercher la richesse et certains produits de luxe, ceux qui veulent un respect véritable et sincère des autres devraient se concentrer sur le développement de choses comme l'humilité, la gentillesse et l'empathie. En tant qu'opposé de l'orgueil et de la vanité, ces traits sont plus susceptibles de susciter une véritable admiration que n'importe quelle voiture de sport ou manoir. La nature invisible de la vraie richesse. L'extrait fait une distinction essentielle entre être riche et être riche. La richesse est définie par le revenu actuel qui finance un style de vie somptueux et matérialiste, plein de voitures tape à l'œil, de vêtements, de vacances, etc. Mais la vraie richesse est bien plus invisible, résidant dans des actifs qui n'ont pas encore été convertis en possessions visibles, extravagantes. La richesse est la flexibilité financière. En substance, c'est de l'argent que vous ne voyez pas. L'auteur raconte avoir travaillé comme valet d'hôtel où il garait des voitures de sport ostentatoires pour les clients. Il était facile de supposer que ces personnes avec 100 000 véhicules étaient riches. Mais en apprenant à connaître certains propriétaires, il a découvert qu'ils étaient simplement riches, dépensant une part disproportionnée de leurs revenus pour paraître riches via une voiture de luxe. Leur véhicule donnait l'illusion d'une richesse sous-jacente qui n'était pas nécessairement là. Cela renvoie à un point plus large. Dans la vie moderne, pleine d'affichages Instagram et de symboles de statut, les gens confondent constamment être riches et être riche. Ils pensent que la richesse consiste à posséder des choses chères. Ils font donc des achats pour signaler une richesse qu'ils n'ont pas réellement, garder peu d'économies ou d'actifs restants.
La quasi-faillite de Rihanna, malgré ses revenus, illustre cette tendance. Mais la richesse est mieux incarnée par ceux qui ne dépensent pas. Ce sont les belles voitures non achetées, les vacances non prises, les vêtements abandonnés. Les revenus non dépensés offrent des options et une flexibilité pour l'avenir. Cela nécessite de la maîtrise de soi et de rejeter la gratification immédiate, comme perdre du poids en suivant un régime et en faisant de l'exercice plutôt qu'en mangeant plus de calories. Devenir riche permet de consommer maintenant. Devenir riche permet de consommer dans le futur. Cette nature invisible de la richesse rend plus difficile l'apprentissage et le modèle de réussite financière pour soi-même. Nous voyons des photos de jets privés de célébrités, mais pas leurs comptes de courtage banals qui s'accumulent lentement grâce à des investissements patients. L'économie d'un millionnaire secret comme Ronald Read n'a été largement appréciée qu'après sa mort, pas avant. Lorsque le succès est ostentatoire, il attire l'attention et l'imitation. Lorsqu'il est subtil, il ne l'est pas. En fin de compte, ce qui compte comme un comportement financier sage dépend des objectifs de chacun. Mais l'auteur souligne qu'il est important d'être conscient de la différence entre la quête d'une richesse visible aujourd'hui et la création d'une richesse invisible pour demain. Les dépenses excessives en jouets pour le statut social ont tendance à rattraper à terme vos réalités économiques réelles. Mais la retenue et la modération peuvent rapporter des dividendes cumulés au fil des décennies. Faire la distinction entre les deux est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées. Le pouvoir sous-estimé de l'épargne. Cet extrait présente un argument passionné sur les raisons pour lesquelles tout le monde devrait épargner de l'argent. Pas seulement ceux qui souhaitent acheter une maison ou prendre leur retraite un jour. Il soutient que l'épargne génère des rendements extraordinaires mais sous-estimés en offrant flexibilité, résilience et contrôle sur son temps. Ce thème est introduit par une analogie avec la crise énergétique des années 1970. Les experts ont prévenu que nous manquerions de pétrole en raison de la demande croissante et de l'offre limitée. Pourtant, nous avons surmonté les pénuries non pas en découvrant plus de pétrole, mais en améliorant l'efficacité, en utilisant moins d'énergie pour alimenter la production économique. La conservation s'est avérée plus puissante que de nouvelles extractions. L'auteur soutient que ce même principe s'applique aux finances personnelles. Nous concentrons d'immenses efforts sur la recherche d'investissements à rendement élevé, alors que c'est l'épargne et la frugalité sous notre contrôle qui créent la richesse. Le rendement des actifs dépend de la volatilité des marchés et de la chance. Les taux d'épargne dépendent de notre propre comportement. Comme l'efficacité énergétique, l'efficacité financière se multiplie. De plus, l'épargne offre une flexibilité et des options qu'aucun rendement du marché ne peut égaler. Avoir un filet de sécurité permet de poursuivre un travail plus significatif avec un salaire inférieur, d'attendre des opportunités mûres et de résister aux surprises. Les économies non dépensées créent un écart entre ce que vous pouvez faire et ce que vous choisissez de faire, qui prend de la valeur au fil du temps. Cela permet de contrôler votre emploi du temps, ce qui est essentiel pour le bonheur. L'auteur soutient qu'une partie de la raison pour laquelle de plus en plus de personnes n'épargnent pas est l'obsession d'objectifs rationnels comme l'achat d'une nouvelle voiture. Mais épargner pour son propre plaisir renforce la résilience et la liberté de pivoter. Il soutient que la concurrence du marché s'étend désormais à l'ensemble du vivier de talent mondial. Des avantages comme l'intelligence sont moins différenciateurs. La flexibilité et la marge de manœuvre financière deviennent essentielles à mesure que les compétences routinières sont confrontées à l'automatisation. En fin de compte, économiser de l'argent peut offrir des rendements extraordinaires sous la forme de flexibilité et de contrôle de son temps qui sont réels mais non mesurables. Tout comme les experts des années 1970 ont négligé le pouvoir de l'efficacité. Nous négligeons le pouvoir de l'épargne dans la création de richesses dont les gens ont besoin.
créer une marge de manœuvre et des options pour soi-même, rapporte des dividendes composés dans un monde où les avantages résident dans les compétences générales comme l'adaptation au changement. Il suffit de demander à quelqu'un qui perd son emploi en période de récession. En finance comme en énergie, la conservation et l'efficacité méritent davantage d'attention en tant que piliers de l'abondance. L'efficacité déraisonnable d'être raisonnable avec l'argent. Beaucoup d'entre nous s'efforcent de prendre des décisions purement rationnelles avec nos finances. Nous recherchons la stratégie d'investissement mathématiquement optimale, visant à maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Cependant, comme le montrent les passages fournis, cette approche sans émotion échoue souvent dans la pratique. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur le fait d'être raisonnablement satisfaits de nos choix financiers, plutôt que sur une rationalité parfaite. Le premier passage raconte l'histoire de Julius Wagner-Jurek, un médecin qui a été le pionnier d'une thérapie de la fièvre peu orthodoxe pour traiter la syphilis dans les années 1900. Bien que la science montre maintenant que la fièvre aide à combattre l'infection, nous la craignons et la réprimons universellement parce qu'elle provoque de l'inconfort. Cela révèle une vérité importante. Les gens fondent leurs décisions non pas sur une logique froide, mais sur une tolérance raisonnable à la douleur ou à d'autres aspects négatifs. De même, le deuxième passage conseille d'appliquer un état d'esprit suffisamment bon aux finances personnelles au lieu de rechercher la perfection théorique. Harry Markowitz, pionnier de la théorie moderne du portefeuille, a construit un portefeuille initial 50-50 actions, obligations basées sur la minimisation des regrets futurs plutôt que sur l'optimisation mathématique. Bien que ce ne soit pas tout à fait rationnel, cette répartition des différences était un compromis raisonnable entre le risque et le rendement. L'étude de Yale proposant des investissements agressifs à effet de levier pour la retraite est peut-être mathématiquement correcte, mais ignore de manière ridicule le comportement humain réel. Personne ne pourrait rester engagé après avoir perdu la totalité de ses économies, ce qui rend la stratégie totalement déraisonnable. Ainsi, quelque chose peut être techniquement vrai, mais contextuellement absurde en matière d'argent. En fait, l'absence d'émotion à l'égard des investissements augmente les chances que vous les abandonniez en période difficile. Mais la passion pour la mission ou le produit d'une entreprise peut fournir la motivation nécessaire pour persévérer. Contrairement à l'archétype de l'investisseur froidement rationnel, vous devriez essayer d'aimer ce que vous possédez. Cette durabilité émotionnelle augmente de manière quantifiable vos chances de succès à long terme sur le marché. Le biais du pays d'origine en matière d'investissement est techniquement irrationnel mais raisonnable, car la familiarité donne la foi pour soutenir des étrangers. Le choix individuel d'arrêt ne battra probablement pas les indices, mais satisfait un désir humain d'aventure. La plupart des prévisions de marché échouent, mais offrent une orientation psychologique nécessaire, et Jack Bogle a fait des fonds indiciels le travail de sa vie, tout en investissant un peu avec son fils gestionnaire actif, car les raisons familiales peuvent prendre le pas sur la cohérence philosophique. Dans tous ces exemples, le chemin techniquement imparfait, mais émotionnellement satisfaisant, a prévalu sur la rationalité des manuels. Peut-être devrions-nous juger les décisions financières, non pas en fonction de leur optimalité dans le vide, mais en fonction de leur caractère raisonnable pour les êtres humains réels, dans le contexte complet de notre câblage comportemental complexe. Viser la satisfaction plutôt que la perfection peut permettre des mouvements d'argent étonnamment efficaces. Les limites de l'utilisation de l'histoire pour prédire l'avenir de la finance. Les investisseurs et les économistes s'appuient souvent fortement sur des données historiques et des modèles pour prévoir l'avenir. Mais le monde de la finance évolue constamment de manière imprévisible en raison du comportement humain, des changements structurels et des événements signes noirs. Comme le passage le montre,
Les historiens ne sont pas des profis lorsqu'il s'agit d'argent et de marché. Le rôle des surprises. Beaucoup des événements les plus transformateurs de l'histoire de la finance étaient des signes noirs, totalement imprévisibles et sans précédent. Des événements comme la Grande Dépression, la bulle Internet, le 11 septembre, la crise de 2008 et la pandémie de Covid ont eu des répercussions massives sur les marchés et les économies mondiaux, d'une manière que personne n'aurait pu raisonnablement prévoir. Comme l'écrit Nassim Taleb, nous ne parvenons pas à imaginer que le pire événement passé était en soi une surprise sans précédent. Plutôt que d'utiliser les crises passées pour définir les paramètres de risque futurs, nous devrions humblement admettre que le monde reste plein de surprises. Des structures changeantes. La structure même de la finance s'est radicalement transformée au fil des décennies et des siècles. L'avènement de choses comme les 401 KS, les comptes IRA, le capital risque, le trading automatisé, les marchés électroniques et les nouvelles réglementations ont fondamentalement changé l'investissement d'une manière qui rend obsolètes de nombreuses données historiques. Comme Benjamin Graham l'a admis à la fin de sa vie, les formules qui ont pu autrefois générer de bons rendements peuvent perdre leur avantage à mesure que de plus en plus d'investisseurs découvrent et déforment leur efficacité. Et des lois d'airain. En finance, on entend souvent dire que cette fois-ci, c'est différent. Mais le changement se produit. Comme l'a fait remarquer John Templeton, les choses se révèlent légitimement différentes dans environ 20% des cas. Lorsqu'ils testent rétrospectivement des modèles ou consultent des livres d'histoire, les investisseurs devraient se concentrer davantage sur les grands principes du comportement social humain plutôt que sur la recherche de lois historiques inébranlables. L'économie évolue en temps réel, et le meilleur guide pour l'avenir proche est souvent des événements plus récents plutôt que l'histoire lointaine. En conclusion, les investisseurs et les économistes devraient cultiver une conscience historique sans trop se fier aux données passées pour des prévisions précises. Les marchés sont des systèmes adaptatifs complexes, pas des moteurs mécaniques à formule. Comme le prévient Scott Sagan, des choses qui ne se sont jamais produites auparavant se produisent tout le temps en finance. Les surprises, les signes noirs et l'imprévisibilité sont la règle. Le pouvoir de la marge d'erreur. Pourquoi vous avez besoin d'une marge de sécurité dans les finances personnelles? Dans des environnements volatiles et incertains comme les finances personnelles, avoir une marge d'erreur grâce à la marge de sécurité est l'un des outils les plus puissants pour résister aux tempêtes et saisir les opportunités. Comme l'illustre le texte à travers des exemples comme le comptage de cartes au blackjack, la marge de sécurité consiste à créer des tampons qui vous permettent de résister à l'adversité et de rester suffisamment longtemps pour laisser les chances tourner en votre faveur au fil du temps. 3 raisons principales pour lesquelles la marge d'erreur est importante dans les finances personnelles. Premièrement, elle vous protège lorsque vos prévisions et vos prédictions se révèlent inévitablement inexactes. Comme l'a judicieusement noté Benjamin Graham, la marge de sécurité rend les prévisions inutiles. Aucun plan financier ne survit complètement intact. Deuxièmement, elle vous empêche de prendre des risques qui pourraient vous ruiner complètement ou vous éliminer du jeu, comme un effet de levier excessif. Le biais d'optimisme nous pousse à nous concentrer sur les probabilités favorables et à ignorer les petits risques de ruine. Mais les risques de ruine sont extrêmement importants. La marge d'erreur vous permet de prendre des risques tout en évitant les événements catastrophiques. Troisièmement, elle vous donne la capacité de gérer les événements imprévisibles du type signe noir, comme l'unité de char vaincue par les souris des champs. Le plus grand point d'échec en matière de finances personnelles est l'absence d'épargne tampon pour les dépenses imprévues. Mais la marge d'erreur vous permet de supporter les crises tout en profitant des opportunités qui se présentent à leur suite. Dans votre propre plan financier, il est judicieux d'intégrer une marge de sécurité dans la mesure du possible, que ce soit dans des hypothèses de rendement prudentes, des taux d'épargne plus élevés ou des tampons de trésorerie.
La flexibilité que cela procure se révélera inestimable pour naviguer dans l'environnement financier imprévisible auquel la plupart d'entre nous sommes confrontés au cours de notre vie. Les événements se déroulent rarement exactement comme prévu. C'est en se prémunissant contre les erreurs que l'on peut réussir à long terme. L'inévitabilité des changements d'objectifs financiers au cours d'une vie. Peu d'entre nous prédisent avec précision à quel point nos personnalités, nos désirs et nos objectifs changeront au cours de notre vie. Cette illusion de la fin de l'histoire rend la planification financière à long terme difficile. Ce que nous voulons de la vie à 20 ou 30 ans est souvent très différent de ce que nous voulons à 50 ou 70 ans. L'auteur partage l'exemple d'un ami qui a rêvé pendant des années de devenir médecin, surmontant des obstacles considérables pour atteindre cet objectif. Mais après avoir finalement atteint cette carrière convoitée, le stress et les heures l'ont épuisé. Il semblait aussi déçu de l'endroit où il s'était retrouvé qu'il avait été poussé vers cet objectif des années plus tôt. Ce schéma se répète dans toutes les carrières et tous les choix personnels. Seuls 27% des diplômés universitaires finissent par occuper des emplois liés à leur spécialité. 29% des parents au foyer ont un diplôme universitaire, ce qui suggère qu'ils avaient autrefois des projets différents. Du rêve de conduire un tracteur à la poursuite d'une carrière juridique lucrative, puis au changement de priorité après avoir eu des enfants, nos préférences en constante évolution rendent difficile le respect des plans financiers. L'illusion de la fin de l'histoire nous amène à sous-estimer ce changement futur. Nous nous concentrons sur notre sentiment d'avoir évolué par rapport à notre jeune moi. Si nous ne parvenons pas à reconnaître notre futur moi, nous pouvons aujourd'hui nous considérer avec la même incrédulité face à nos priorités et plans mal avisés. Quels principes peuvent nous aider à naviguer dans cette réalité de changement d'objectifs financiers? L'auteur suggère 2 lignes directrices. Premièrement, évitez les projets extrêmes. Que vous poursuiviez un style de vie austère ou luxueux en tant que jeunes adultes, il est souvent faux de supposer que notre satisfaction face à ces extrêmes persistera pendant des décennies. Des approches modérées en matière d'épargne, de dépenses, d'horaires de travail, etc., permettent une plus grande flexibilité lorsque les objectifs changent. Deuxièmement, accepter l'inévitabilité du changement. S'accrocher aux décisions passées par fierté conduit rarement à l'épanouissement. Considérez vos choix comme les meilleurs plans pour la personne que vous étiez à ce moment-là, et non comme des engagements éternels. Lorsque vos objectifs changent, soyez prêts à faire exploser vos efforts antérieurs et à aller de l'avant sans coûts irrécupérables, plutôt que de faire ressortir des priorités obsolètes. Accepter la réalité selon laquelle notre futur nous regardera peut-être aujourd'hui avec incrédulité permet à la planification financière de ne pas devenir un manuel de règles statiques, mais un chemin flexible pour aligner les ressources sur nos besoins en évolution au cours d'une longue vie. Le prix élevé du succès des investissements. Les rendements des investissements semblent souvent simples sur le papier. Placez votre argent en bourse à long terme, laissez la capitalisation opérer sa magie et profitez d'une retraite confortable. Si seulement c'était aussi facile. Comme l'a fait remarquer Jeff Immelt, ancien GECO, chaque travail semble facile lorsque ce n'est pas vous qui le faites. La réalité est que les rendements élevés des investissements exigent un prix élevé que de nombreux investisseurs ne parviennent pas à apprécier ou à préparer psychologiquement. Ce prix n'est pas exprimé en dollars et en cents, mais plutôt en volatilité. Incertitude, doute et regret. Étude après étude, l'investisseur moyen en fonds communs de placement en actions sous-performe considérablement les fonds dans lesquels il investit en raison de mauvaises décisions de synchronisation du marché. Il achète haut après une hausse et vend bas pendant les paniques et les cracks. Pourquoi ce comportement destructeur? Parce que la volatilité ressemble moins à un prix à payer pour obtenir des rendements plus élevés qu'à une amende pour avoir pris de mauvaises décisions.
Le réflexe naturel des investisseurs est d'éviter les amendes, et donc de prendre des mesures qui se retournent contre eux. L'ancien GCO légendaire Jack Welch est devenu célèbre pour avoir lissé les bénéfices, afin que les investisseurs n'aient pas à subir les surprises et la volatilité d'un trimestre à l'autre. Mais cet artifice a conduit à un jour de jugement où toute la volatilité différée a dû finalement montrer sa vilaine tête, écrasant le cours de l'action de GE pendant plus d'une décennie. Les géants du crédit immobilier Fannie Mae et Freddie Mac ont joué des jeux similaires au début des années 2000, pour finalement s'effondrer et devenir insolvables pendant la crise financière. Alors, comment les investisseurs peuvent-ils se conditionner à payer volontiers le prix de la surperformance des actions? En repensant la volatilité comme un droit d'entrée plutôt qu'une amende. Les 100 $ que vous payez pour les billets de Disneyland donnent à votre famille des souvenirs durables, malgré les jours de pluie occasionnels. La foire du comté de 10 $ aurait pu garantir du beau temps, mais offre moins de hausse. De même, les liquidités et les obligations vous épargnent l'incertitude à court terme, mais risquent de freiner vos rendements à long terme. Ancrez-vous dans la logique des investissements en actions et rappelez-vous que les fluctuations des marchés sont le prix à payer pour que cette logique porte ses fruits. Payez les frais de volatilité et, avec un peu de chance, le résultat vaudra bien plus que le prix. Le boom et l'éclatement des bulles financières, pourquoi elles se forment et comment elles détruisent des vies. Les bulles financières, de la bulle Internet des années 1990 à la bulle immobilière des années 2000, sont malheureusement devenues un phénomène courant dans les économies modernes. Ces manies spéculatives se terminent inévitablement en désastre. Elles anéantissent des milliers de milliards de richesses des ménages et laissent derrière elles une dévastation économique. Mais qu'est-ce qui provoque ces accès périodiques d'optimisme irrationnel et ces valorisations d'actifs exorbitantes? Selon le passage, si l'on invoque souvent la cupidité, les véritables raisons sont plus complexes, ancrées dans la psychologie humaine et les incitations mal alignées entre les différents types d'investisseurs. Les bulles se forment lorsque les traders à court terme qui jouent sur la dynamique commencent à dominer le marché. Alors que les prix des actifs augmentent de plus en plus au fil des semaines ou des mois, ces spéculateurs à court terme sont attirés par la perspective de profits rapides et faciles. Leur afflux pousse alors les prix encore plus haut dans une spirale auto-renforçante, détachant les prix de toute mesure de valorisation raisonnable à long terme. Les investisseurs à long terme se font également aspirer. Je me suis laissé berner en pensant que ces traders savent peut-être quelque chose que j'ignore. Ils abandonnent leur concentration sur les flux de trésorerie actualisés et les projections de croissance sur 30 ans. Au lieu de cela, ils commencent à courir après l'action des prix à court terme, tout comme les spéculateurs. Bien sûr, aucune bulle ne peut gonfler éternellement. Finalement, la manie prend fin. Les spéculateurs se précipitent vers les sorties et les prix s'effondrent. Mais à ce stade, les dégâts économiques sont déjà énormes. Les économies destinées à la retraite ou aux études sont anéanties. L'économie bascule dans la récession, tandis que les bilans des ménages se réparent. Les saisies immobilières et les faillites explosent. Et pourtant, nous ne semblons jamais apprendre. Une décennie seulement sépare la bulle Internet de la bulle immobilière. D'autres bulles continueront d'émerger, à moins que les investisseurs à long terme ne se rendent compte de la situation. La clé est de comprendre vos propres objectifs et votre horizon temporel, de ne pas tenir compte des mouvements de marché à court terme qui ne sont pas pertinents pour votre stratégie et de refuser de vous laisser influencer par un jeu très différent de celui que vous avez prévu. La psychologie des bulles peut être compliquée, mais les individus peuvent prendre des mesures de bon sens pour s'isoler. Rédigez une déclaration de mission d'investissement. Concentrez-vous sur la valeur, pas sur la dynamique. Ayez une vision à long terme. Faites cela et vous aurez beaucoup moins de chances de vous laisser entraîner dans la prochaine folie.
L'attrait du pessimisme. Pourquoi le pessimisme captive tandis que l'optimisme est négligé? Le pessimisme occupe une place particulière dans nos cœurs. Comme le montrent les extraits fournis, le pessimisme n'est pas seulement plus courant que l'optimisme, il semble souvent plus intelligent, plus plausible, plus intellectuel et plus réaliste. Les prophètes de malheur captivent l'attention et l'admiration, tandis que les optimistes sont souvent considérés comme naïfs, inconscients des risques ou carrément complètement fous, comme le dit l'auteur Matt Ridley. Mais pourquoi le pessimisme a-t-il un tel attrait et une telle résistance? Comme l'expliquent les extraits, il y a plusieurs raisons principales. Premièrement, l'aversion aux pertes est ancrée dans l'évolution. Comme l'explique le psychologue Daniel Kahneman, les organismes qui traitent les menaces comme urgentes ont de meilleures chances de survie. Cette asymétrie instinctive entre le négatif et le positif nous fait nous accrocher aux risques et aux menaces. Deuxièmement, l'omniprésence de l'argent signifie que les menaces financières affectent tout le monde. Si l'économie attrape un rhume, nous éternuons tous. L'effondrement des actions fait la une des journaux même pour les non-investisseurs. Il n'y a aucun moyen d'éviter les risques financiers systémiques. 3. Les pessimistes extrapolent souvent les tendances sans tenir compte de l'adaptation. Comme dans la prédiction inquiétante de Lester Brown en 2008 sur le pétrole, les extrapolations linéaires ne tiennent pas compte de la dynamique du marché et de l'ingéniosité humaine sous pression. La nécessité pousse à l'invention. Quatrièmement, le progrès se produit lentement tandis que les revers sont soudains. Le miracle de la médecine moderne, qui dure depuis des décennies, sauve d'innombrables vies, mais n'est pas apprécié. Alors que les catastrophes singulières captivent l'attention, la croissance composée exige de la patience, et la peur naît d'événements déclencheurs. Cinquièmement, les attentes plus faibles sont meilleures. En s'attendant au pire, même les résultats moyennement bons semblent être un bonus, comme le dit Stephen Hawking à propos de sa maladie. Le pessimisme vous permet d'être agréablement surpris. En résumé, le pessimisme est intellectuellement séduisant, tandis que l'optimisme exige plus de nuances et une perspective historique à long terme. De plus, l'aversion aux pertes nous fait fixer les risques. Cependant, être conscient de ces biais est la première étape vers l'équilibre. Comme le montrent les extraits, l'optimisme intelligent et possibiliste fondé sur le réalisme reste pour la plupart l'état d'esprit le plus productif. Cet article préliminaire résume les points clés concernant l'attrait du pessimisme à l'aide d'exemples tirés des documents fournis. Méfiez-vous des hypothèses et des extrêmes. Ancrez-vous aux preuves et à la marge d'erreur. Surtout, reconnaissez que la complexité de l'argent dépasse la compréhension de quiconque. Les récits clairs et concis sont presque toujours trop beaux pour être vrais. Les personnes prudentes admettent qu'elles en savent peu. Les dangers du conseil financier, les leçons de la médecine. Le cas tragique de Clarence Hughes révèle une leçon importante sur le conseil financier. En 1931, Hughes est allé chez le dentiste pour une bouche douloureuse, pour se réveiller quelques heures plus tard avec 16 dents et les amygdales en moins. Puis il est décédé une semaine plus tard. Sa femme a intenté un procès non pas parce que l'opération avait été bâclée, mais parce que Hughes n'avait jamais consenti à des procédures aussi extrêmes. À l'époque, le consentement entre le médecin et le patient était flou. La sagesse médicale dominante était que les médecins savent mieux que quiconque comment soigner le patient. Comme le montre l'article, cette vision paternaliste de la médecine est parallèle à la façon dont les conseillers financiers considèrent souvent leur rôle. Ils croient connaître la bonne approche universelle pour gérer l'argent. Mais la finance, comme la médecine, est complexe et personnelle. Ce qui fonctionne pour un patient ou un investisseur peut ne pas fonctionner pour un autre, même dans des situations identiques. Les valeurs, les priorités et la tolérance au risque varient trop largement. C'est pourquoi l'article s'abstient judicieusement de donner des directives au lecteur sur ce qu'il doit faire de son argent.
Il propose plutôt des principes directeurs généraux, tout en reconnaissant que les décisions financières dépendent grandement des préférences et des émotions personnelles, comme la capacité à dormir la nuit. Comme l'a écrit Katz à propos